Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sage et moins sage, Transition, où on va parler de 4 petits risques à prendre dans sa vie pour mener son existence là où on a envie, pour en réalité se réaliser, quel que soit le projet sur lequel on réfléchit. Je vais vous proposer tout au long de ce podcast une grille de lecture pour vous permettre d'identifier quelles sont les zones de confort et de risque dans lesquelles vous restez bloqué. Et vous allez voir qu'il s'agit de peu de choses pour tout transformer. Sage Transition, le podcast des défis de la vie, présenté par Brigitte André. C'est vrai que j'utilise un petit peu de la même manière les zones de confort et les zones de risque. Sortir de ces zones de confort et prendre un petit risque. Pour moi, les deux sont liés, mais dans l'inconscient collectif, on pense souvent d'ailleurs que sortir de sa zone de confort, c'est prendre un grand risque. Et c'est vrai que ça peut être prendre un grand risque si vous faites un pas qui est beaucoup trop grand, si vous menez une action qui est beaucoup trop grande pour vous sortir de là où vous étiez. Les choses sont beaucoup plus simples quand on ne fait que des PPM. C'est ce que j'appelle les petits pas minimalistes. Plus ils sont petits et choisis, et plus vous allez voir à quel point ils peuvent transformer votre vie, transformer votre mindset, transformer votre mental et votre énergie. Mais que quand on prend une action qui est beaucoup trop grande par rapport à soi, qu'on est dans la volonté, dans le « il faut », eh bien là, on risque quelque chose d'important qui est de mettre à mal son mindset, son estime de soi et d'apprendre simplement à gérer un stress qui est beaucoup trop lourd pour nous. Et puis, la raison pour laquelle j'associe aussi zone de confort et risque, c'est que si on reste trop longtemps dans une zone de confort, si on n'en sort pas, c'est là qu'on prend un grand risque. On prend un risque de passer à côté de sa vie, on prend un risque de passer à côté de ses projets, on prend un risque de voir les autres réaliser des choses que l'on voudrait réaliser et de se sentir mal avec soi-même. Quand on passe à côté de soi, on se sent toujours mal avec soi. Alors, quelle est la première zone de confort dans laquelle on risque de s'enliser ? Eh bien, je vais l'appeler rester dans nos insatisfactions avec mollesse. Je ne sais pas si vous avez lu le conte qui s'appelle Pink, écrit par Stuart Avery-Gold, qui justement parle des zones de confort, et il relate un message qu'une petite grenouille avait fait. L'étang n'était pas profond ce jour-là. En fait, l'étang n'était plus profond depuis pas mal de temps déjà. Mais la plupart des habitants ne s'en plaignaient guère. C'était ainsi, tout simplement. J'aime bien ce petit passage de conte de Pink, parce que, oui, ça montre à quel point, bien souvent, on peut être insatisfait, mais on l'accepte. C'est vrai qu'on a été bercé quand même dans des éducations de culpabilité. Sois content de ce que tu as, il y a 600 millions de petits Chinois qui n'ont pas à manger, regarde à côté de toi toutes ces guerres, etc. C'est comme si, parce qu'il y a quelqu'un qui va moins bien que nous, nous n'avons pas le droit de changer ce qui va mal pour nous ou ce qui nous cause de la frustration. Et moi, personnellement, je pense qu'on a tous le devoir de s'élever et pas de rester dans le bas de la frustration. Alors c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir, et c'est ainsi. Mais par contre, il y a toute une série de choses sur lesquelles nous avons du pouvoir, et c'est de ça dont je parle ici. C'est rester avec mollesse dans nos insatisfactions que nous pourrions changer pour avoir la vie qui nous correspond mieux. Je vous propose à partir de maintenant de vous écouter, et d'écouter si vous êtes bien souvent en train de râler, de vous démotiver, de rouspéter, de faire des lituanies, de râler sur le monde, sur le gouvernement, sur la belle-mère qui entrave votre liberté. Et toutes ces choses pour lesquelles on peut se prendre la tête du soir au matin. J'aime les gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des frustrations, des insatisfactions. C'est comme ça que le monde s'est construit. C'est grâce au fait qu'il manquait quelque chose à la vie. Si Edison n'avait pas été frustré de faire ses tâches quotidiennes à la lueur d'une bougie, nous ne connaîtrions pas aujourd'hui l'ampoule électrique. J'ai commencé ma carrière en travaillant dans une grande banque du pays. Et là, il y avait un collègue qui s'appelait Jacques. Et Jacques m'a appris vraiment beaucoup de choses sur l'insatisfaction. Quand il arrivait le lundi et qu'on lui demandait comment il allait, il disait « comme un lundi ». Et le vendredi, quand il partait, il disait « vivement lundi ».
Parce qu'en fait, il n'y a rien qui lui plaisait dans sa vie, ni sa vie professionnelle, ni sa vie familiale, ni sa vie amoureuse, ni sa vie sociale. Rien ne lui plaisait. Et je me demandais, mais comment peut-il rester dans cette insatisfaction? Et d'année en année, il racontait la même chose du lundi au vendredi. Mais en réalité, ce n'était pas tout à fait la même chose. Parce que de semaine en semaine, de mois en mois, il devenait de plus en plus aigri sur la situation et de plus en plus inconfortable, mais de plus en plus inerte aussi. Et ça, c'est ce qui est important quand on est dans une insatisfaction dans laquelle on reste avec mollesse, c'est que le temps n'arrange pas les choses, au contraire. Je raconte souvent dans mon séminaire et dans mes séminaires l'histoire des tâches d'humidité de la vie. En fait, c'est l'histoire d'un cuistot qui se laisse aller à son art dans sa cuisine. Il adore cuisiner. Et alors qu'il s'apprête à faire une petite recette de son cru, son regard se pose sur une tache d'humidité dans le coin du plafond, en haut, à droite. Ah oui, cette tache d'humidité est bien embêtante, mais c'est pas le moment de lui prêter le moindre intérêt. Un mois plus tard, alors qu'il passe du temps pour concocter le repas d'anniversaire de sa fille cadette, il constate que la tache est toujours bien là, juste un peu plus grande. Et 6 mois plus tard, c'est l'odeur du moisi qui le fige. Tout à coup, il prend conscience que la tâche est devenue particulièrement impressionnante. Encore du tracas, dit-il. Mais là maintenant, il n'est plus possible d'imaginer que ça va se régler tout seul. Et ce qui est terrible, c'est que si il avait pris le problème à bras-le-corps directement, il aurait peut-être été dans un magasin de bricolage en disant voilà, qu'est-ce que je dois faire avec une tache d'humidité. Il aurait appris. Il aurait peut-être pu le faire ou demander à son voisin de le faire. En fait, cette tache d'humidité aurait pu être formatrice, comme nos tâches d'humidité dans la vie. C'est exactement la même chose quand on les prend à bras-le-corps directement, on est en phase d'apprentissage. Alors que nous sommes les rois pour nous mettre la tête dans le sable et dire « c'est pas grave, ça va passer, ça ira mieux avec le temps ». Mais non, les tâches d'humidité de la vie, elles ne s'arrangent jamais avec le temps. Mais clairement, quand nous laissons moisir une situation, elle va vite devenir ingérable. Mais ce fameux cuistot, il devra prendre un jour le problème à bras-le-corps, il devra faire appel à des spécialistes, il n'aura pas appris grand-chose. Et dans la vie, les situations perturbantes sont, j'en suis sûre, de très belles salles de formation. Et quand on dépasse cette première zone de confort qui nous amène à rester dans ce qui nous en satisfait avec plein de bonnes excuses, on prend un risque énorme, qui est celui de ne pas découvrir qui nous sommes quand nous sommes dans une plage de bien-être finalement. Nous sommes des êtres humains et les 2 raisons pour lesquelles nous préférons rester dans une insatisfaction avec mollesse, mais c'est la première, la peur de ne pas être à la hauteur du changement qu'on veut mettre en place. Et la deuxième, c'est sans doute la peur du conflit, parce que parfois quand on veut sortir d'une insatisfaction dans quelque chose qui nous frustre, eh bien oui, on doit s'affronter ou en tout cas se confronter à une personne, ça ne veut pas nécessairement dire conflit, mais en tout cas, ça veut dire peut-être faire du mal, faire du tort, mettre l'autre aussi en questionnement. Mais vous vous imaginez qui vous pourriez être si vous dépassiez cette peur de ne pas être à la hauteur, si vous dépassiez cette peur du conflit. Ça, c'est vraiment mon message sur cette première zone de confort ou de risque. C'est dépasser là parce que derrière, il y a une meilleure connaissance de vous. Comme le dit très bien André Malraux, l'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. Alors ici, je vous propose de prendre un petit papier et un crayon et de noter tout ce que vous avez laissé pourrir dans votre vie et qui, simplement, en le prenant en considération, pourrait considérablement changer votre image de vous, votre estime de vous-même. La deuxième zone de confort ou de risque dans laquelle on peut se perdre, c'est de laisser son mental prendre le dessus sur nos envies. Que vous soyez Steve Jobs d'ailleurs, Nelson Mandela, Madonna ou encore Wunda, dont je pense que je vais vous parler tout à l'heure, eh bien pour passer de là où vous êtes à là où vous voulez aller, pour accomplir quelque chose, pour sortir d'une zone de frustration, il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin, c'est pas dans le développement de nos capacités à entreprendre la vie ou à gérer des choses, mais c'est surtout dans une libération intérieure. Et c'est quand on se libère intérieurement que l'on va à la racine de qui l'on est
et la racine de qu'est-ce qui nous fait envie dans la vie. Nelson Mandela, comme vous le savez sans doute, il a passé plus de 27 ans en prison. Mais est-ce que c'est 27 ans où il a perdu son temps? Mais moi je suis convaincue que non. Et d'ailleurs il le dit dans ses mémoires que ces 27 années lui ont permis de devenir l'homme qui allait transformer l'Afrique du Sud, qui allait en tout cas apporter sa pierre à l'édifice du monde, parce que c'est dans ces 27 ans de prison qu'il a eu accès à l'humilité et à sa brillance. Les deux sont intimement liés. Et il reprend d'ailleurs en 1994, lors de son investiture, des termes empruntés de Marianne Williamson qui dit « Ce qui nous effraie le plus, ce n'est pas que nous soyons incapables, mais ce qui nous effraie le plus, c'est que nous soyons brillants au-delà de toute mesure. » Et ça, c'est vraiment ce qui se passe dans cette deuxième zone de confort. Parce que c'est vrai que nous avons peur de notre lumière. Alors de manière évidente, quand nous sommes sur la route de nos projets, quand nous sommes sur la route de notre transformation, eh bien c'est notre mental qui prend souvent en premier lieu le relais et qui peut être notre pire ennemi. Vous savez, la fonction du mental, c'est quoi? C'est de ne pas changer. C'est de faire en sorte que vous acceptiez le statu quo. Alors, il s'y prend de 3 manières pour justement nous faire accepter le statu quo. D'abord, il nous pousse dans des attachements excessifs à des biens, à des personnes, à des idées, à des situations. Et donc, ça nous fait dire quelque part que si on lâche ces personnes, ces situations, ces idées, on n'est plus rien. Et de la même manière que si on se transforme, si on transforme notre vie, si on prend notre vie en main, si on prend notre frustration en main, eh bien que certaines personnes pourraient ne plus nous valider. Et donc, qui serions-nous si nous ne sommes pas validés? Notre mental nous fait croire que nous ne sommes quelqu'un que parce que nous sommes liés à des personnes, à des idées, à des situations ou à des images de soi ou des croyances en général. Le deuxième moyen dont le mental nous barre la route, c'est en nous disant « Écoute, tu peux faire ce que tu veux, mais moi je veux être sûr que ça va marcher. » Et parallèlement à ça, il nous dit « Mais est-ce que tu penses que tu as vraiment les compétences et que tu vas réussir ce que tu es en train de faire et de changer dans ta vie ?» C'est aussi la partie de nous qui dit « C'est le résultat qui compte, c'est pas le chemin. Et donc tu n'as pas le droit de te planter. » C'est vraiment cette partie de nous qui nous dit « Stop, l'échec, c'est même pas une pensée à avoir. » Et à l'opposé, en fait, la troisième partie de ce mental qui nous met des bâtons dans les roues, c'est celui qui dit « Attention, parce que si tu réussis, tu risques de devenir quelqu'un que tu ne connais pas. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de poser ces actions qui vont être ce que j'appelle des actes fatals? Ça veut dire quoi? C'est des actes qui vont être la fatalité quelque part de votre transformation et des actes qui vont vous amener à rentrer plus dans l'idée d'une transformation, mais dans la transformation en elle-même. Dans cette partie-là, notre mental nous dit aussi, oui, mais bon, est-ce que tu vas être capable de tenir sur la longueur? C'est bien souvent ça, hein? Est-ce qu'on va être capable de tenir sur la longueur? C'est vrai qu'une fois qu'on met les pieds dans notre vrai changement, dans notre vraie transformation, qu'on commence à être qui on veut vraiment être, eh bien, effectivement, il n'y a plus de marche arrière possible. C'est pour ça que c'est un acte fatal. C'est qu'il n'y a plus que la marche avant, mais notre mental nous dit « mais tu sais quand même comment tu fonctionnes, tu sais que tu ne portes pas souvent tes projets jusqu'au bout, tu sais que tu lâches vraiment souvent avant la ligne d'arrivée. » Et c'est tout ça que notre mental nous lance dans cette dernière, dans ce dernier nœud. Parce que précisément, notre mental, il se déguise dans notre réalité finalement en nœud intérieur, en frein. Et ce n'est pas quand nous sommes en vitesse de croisière qu'il se rappelle à nous ces nœuds. Non, il se prépare à vous faire des farces quand vous êtes dans des moments charnières de votre vie, quand vous voulez transformer une frustration en mieux-être, quand vous voulez créer votre business ou upgrader votre business, quand vous voulez passer un moment de crise relationnelle ou financière, quand vous voulez changer d'emploi, quand vous voulez transformer votre vie de couple, tous ces moments qui sont des moments charnières. Alors c'est là que vous allez rencontrer votre mental. Et le moment idéal pour les nœuds de rentrer dans votre vie et donc de freiner votre avancée. Je vous disais tout à l'heure que le mental il a 3 fonctions. Et bien ça correspond à 3 nœuds. Il y a le premier nœud qui est le nœud de reconnaissance. Là, c'est votre mental qui vous pousse à des attachements excessifs, etc. Et donc, il vous dit,
que tu n'as pas le droit de bouger si tu n'es pas sûr à 100% d'avoir et de maintenir l'approbation de l'autre. Le deuxième nœud, c'est le nœud du doute. C'est est-ce que tu as vraiment les compétences ? Donc c'est vrai que dans ce cas-là, on ne s'engage pas, on fait des actions timides qui ne donnent pas vraiment des fruits, où on se décourage très vite. Et le découragement, évidemment, c'est un grand ennemi de l'engagement, le doute aussi. Et le troisième nœud, c'est le nœud de l'acte fatal. C'est attention qui dit notre mental. C'est dangereux d'être vraiment qui tu veux être parce que tu ne sais pas qui tu es quand tu es dans toute ta splendeur. Alors je vous disais tout à l'heure que j'allais vous parler sans doute de Wunda. Ben oui, Wunda. Qui est Wunda? Ben Wunda, elle a été recueillie toute jeune alors que sa maman venait d'être assassinée, toute sa famille d'ailleurs. Et à partir de là, une équipe pluridisciplinaire s'est occupée d'elle. Au niveau médical, elle a dorloté, bichonné, remise sur pied. Et quand elle a été sur pied, il était temps pour elle de lui rendre sa liberté. Et c'est dans ce moment de liberté, en fait, que pour moi, j'ai pris plein d'enseignements. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo parce que oui, qui est Wunda? Eh bien, Wunda, elle a buzzé, elle a fait plus de 3 millions de vues. Qui est-elle? Eh bien, c'est une jeune chimpanzé qui a été recueillie par l'équipe de Jane Goodall, cette primatologue de 90 ans aujourd'hui. Et en fait, toute l'équipe s'est associée pour vraiment rendre à Wunda toute sa splendeur, justement. Et au moment où elle était remise sur pied, eh bien, toute l'équipe s'est rendue sur l'île de Chindulu, qui est le lieu où l'on rend la liberté aux chimpanzés qui ont été blessés et repris par cette équipe-là. Et Jane Goodall a à un certain moment arrêté la Jeep, elle a ouvert la cage et elle a laissé Wunda faire ce qu'elle avait à faire. Alors c'était magnifique et c'est pour ça que si vous tapez sur YouTube Wunda Jane Goodall, vous allez vraiment voir ce moment magique où elle sort de la cage, elle s'avance dans la jungle, elle regarde à droite et à gauche, elle avance encore, elle regarde à droite et à gauche et puis elle comprend qu'elle était là où elle devait être. Ben c'est ça, les animaux, ils ne se posent pas la question existentielle de savoir quelle est leur vraie nature. Ils l'ont en nous, mais nous aussi, on l'a. Et bien souvent, on l'a perdu à cause justement de nos 3 nœuds. Ils savent pourquoi ils sont là. Les chimpanzés, ils savent en tout cas qu'ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'écosystème. Ils savent que leur rôle, c'est de continuer à bouger, à vivre longtemps, à transporter des graines des différents arbres, arbustes, et de perpétuer ainsi la flore de la jungle. C'est évidemment une de leurs missions, mais c'est leur why. Moi, ça, c'est vraiment un point essentiel parce que fondamentalement, je suis convaincue que nous savons pour la plupart quelle est notre vraie nature. Nous savons au fond de nous ce qui nous fait vibrer. Mais quand nous nous retournons justement vers les autres pour que les autres, nos pères, nos amis, nos clients croient en nous alors que nous ne croyons pas encore en nous, mais nous laissons notre mental prendre le dessus. Est-ce que vous pensez que Wunda, elle s'est retournée pour demander l'autorisation à Jane Goodall de continuer à reprendre sa liberté? Pensez-vous qu'elle a demandé à Jane si elle était bien faite pour vivre dans la jungle? Non, pas du tout. Mais quand vous allez regarder la vidéo, vous allez avoir les larmes aux yeux parce qu'effectivement, elle s'est retournée. Elle est montée sur la cage. Elle a regardé Jane Goodall. Elle l'a pris dans ses bras. Oui, elle l'a pris dans ses bras parce que avant d'avancer dans la vie, mais il faut aussi pouvoir se retourner quelques instants pour remercier là où on est, ceux qui nous ont aidés, la manière dont on s'est aidé nous-mêmes, pour remercier nos compétences, pour remercier notre intuition. Et elle a simplement posé un acte de reconnaissance et ça, c'est ce que nous devons faire aussi avant d'avancer dans notre propre jungle et dans la jungle de la vie pour accomplir notre mission. Alors j'ai envie de vous demander ici de prendre encore cette feuille et le crayon et de vous poser les 3 questions. Finalement, pour ne pas avancer, pour rester coincé dans cette zone de confort et donc de risque. C'est quoi en fait le nœud qui vous ligote le plus? Est-ce que c'est celui qui vous fait croire que vous devez obtenir l'attention, l'approbation, la validation de quelqu'un en particulier ou en général pour avancer? Ou bien est-ce que c'est le nœud qui vous fait dire tout le temps « mais je n'ai pas les compétences, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas, etc. » Ou bien est-ce que c'est le nœud qui vous fait dire « mais attends, réussir, c'est un danger parce que tu ne sais pas qui tu seras et puis tu sais que probablement
tu ne tiens pas sur la longueur. Posez-vous la question, quel est le nœud qui vous fait le plus écho et qui vous ligote le plus à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Bien sûr, je ne peux pas vous proposer des outils pour les démêler là tout de suite parce qu'on est simplement à la phase de diagnostic, mais il y a de très très beaux outils pour démêler ces nœuds et pour être beaucoup plus libre dans sa vie, parce que c'est ça le truc. C'est ça le truc pour sortir de ces zones de confort et prendre des risques, c'est de devenir plus libre. La troisième zone de confort ou la zone de risque, c'est de ne pas agir. Alors nous avons déjà tous vécu cette formidable zone de confort qui est de ne pas agir alors qu'on sait pertinemment ce qu'on doit faire, qu'avant de poser l'action et même la veille ou le matin en se réveillant, on était motivé à le faire. Et puis tac, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a un clic qui ne se fait pas. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas? En 2000, Spencer Johnson, qui est un auteur, a écrit un livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» et dans lequel il montre quelque chose de très intéressant, la différence entre les humains que nous sommes et les rats. Quand le chemin que suit le rat ne l'amène pas au fromage, il suit, il cherche, il change de chemin. Par contre, quand une personne se rend compte que ce qu'elle fait ne fonctionne pas, elle cherche un coupable en demandant « mais qui a piqué mon fromage ?» Personne n'aime l'échec et la première réaction nécessaire est de se demander comment faire autrement, bien de dire « ce n'est pas ma faute ». Multiples raisons pour lesquelles nous n'agissons pas alors qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, mais je vais en prendre deux ici. La première qui est le contrôle et la deuxième qui est la procrastination qui est en chacun de nous. Alors le contrôle, mais c'est surtout le fait que nous avons besoin de contrôler l'issue d'un résultat. Nous avons besoin de contrôler que quand on va poser cette action-là, c'est bien ce résultat-là qu'on va obtenir. Or ça, on n'en est jamais sûr à 100%. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait à Louvain-la-Neuve, ici en Belgique, une étude sur tous les étudiants qui avaient raté dans une fac. Et on leur a demandé, mais qu'est-ce qui fait que vous avez raté? Et 80% des participants, enfin des élèves, ont dit, si j'avais étudié, j'aurais réussi. Et finalement, est-ce que ce n'est pas justement une manière de contrôler le résultat? Parce qu'en n'étudiant pas suffisamment, l'élève sait qu'il augmente ses chances, enfin son risque plus exactement d'échec. Et en étudiant suffisamment, un élève qui manque de confiance en lui, il peut se sentir en dépendance car il ne contrôle pas l'issue. Comment alors expliquer qu'il va rater alors qu'il a vraiment bien étudié? En règle générale, on va dire que c'est le prof qui était vache, qu'il a posé des questions qui n'ont pas été vues pendant le cours, que le voisin lui a posé une question et qu'ils ont été soupçonnés de tricherie, etc. En fait, c'est ça le truc, c'est que étudier, c'est se donner les moyens de réussir. Mais cette réussite, mais même si on étudie à fond, il y a quand même toujours le 0,01% qui peut être de l'échec, et ça, pour l'être humain, c'est encore plus douloureux que s'il rate parce qu'il n'a pas étudié, parce qu'il est responsable de son échec. Mais rater sans être vraiment responsable de son échec, croit-on? Eh bien ça c'est intolérable. Au fond, on devrait pouvoir développer cette faculté qu'a le rat de trouver son fromage, quel que soit l'endroit où se trouve le fromage. Mais pour ça, la question qui doit être présente en permanence dans notre esprit, c'est si je continue comme ça, où est-ce que je vais arriver? Quelles en seront les conséquences? Parce que celui qui échoue est généralement branché sur le passé, alors que celui qui réussit est en permanence axé sur le futur et sur les conséquences de ses actions et le réajustement de ses actions. Et la deuxième raison pour laquelle nous n'allons pas dans l'action, c'est la procrastination. Alors étymologiquement, ça veut dire un retard coupable. Ben oui, on a toujours de bons prétextes pour se réfugier dans la procrastination. Oh, je ne suis pas dedans, je serai plus en forme demain. C'est pas grave, si je perds une journée, il me reste beaucoup de temps, je le ferai demain. Il y a d'autres priorités aujourd'hui, c'est vraiment ennuyeux, je vais faire autre chose. Ça ne sert à rien de toute façon. C'est trop long, il vaut mieux que je fasse tout d'un coup demain, plutôt que de faire une partie aujourd'hui et une partie demain. Oui, ce sont toutes les bonnes excuses et je suis sûre que vous avez votre flopée de bonnes excuses aussi, parce que nous sommes les rois de la procrastination. Au fond, nous, il y a ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire aujourd'hui?
Quand on procrastine, c'est parfois parce que le poisson est trop gros. J'ai déjà observé que plusieurs professionnels de la procrastination, dont moi, on a l'habitude de se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop importants. Et dans la plupart des cas, l'idéal, c'est justement de découper cet objectif énorme en tout petits objectifs. Et plus on a la difficulté de s'y mettre, moins les objectifs doivent être importants. Les petits succès amènent d'autres succès plus importants et permettent de travailler beaucoup plus régulièrement. Et donc c'est pour ça que je reviens à ce concept que j'ai énuméré déjà au début de la vidéo, c'est faire toujours des PPM, faire des petites actions, ne pas se fixer une action qui est beaucoup trop grande. Quand on ne passe pas à l'action, ce que je conseille souvent, c'est de diviser l'action qu'on est en train de faire par 25. Alors j'ai dit 25 comme ça, parce que c'est pour montrer à quel point une simple action peut être divisée. Je me rappelle d'un participant qui une fois voulait téléphoner à quelqu'un qui était à la Commission européenne et il procrastinait, il avait absolument besoin d'avoir ce contact, je ne sais plus pour quelle raison. Et je lui ai proposé de découper cette action « je téléphone à cette personne » en 25 petites sous-actions. Ben, la première, c'était d'avoir la certitude du nom de ce directeur de DG et d'être sûr que c'était la personne qu'il devait contacter. Une autre action, c'était peut-être de regarder sur son LinkedIn quelles étaient les personnes qui étaient en contact avec, de regarder sur le profil LinkedIn de ce monsieur, peut-être quelles étaient des informations qu'il donnait. Et le fait de rentrer dans l'action tout doucement comme ça, mais finalement ça lui permettait d'appréhender l'action finale qui est téléphonée. Mais toutes les petites actions l'ont conditionné, l'ont mis, c'était une forme d'entraînement mental, un peu l'entraînement pour ne pas se casser la jambe avant les sports d'hiver, mais c'est un peu ça en fait, c'est s'assouplir à l'action finale. La zone de confort dans cette étape-ci, c'est évidemment d'éviter de se confronter à l'action, mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin, c'est d'éviter de se mesurer à soi. Alors ce que je vous invite à faire, c'est d'observer tout ce que vous dites que vous devez faire et peut-être de voir le temps que vous mettez à ne pas le faire et donc de prendre ces actions-là et de les diviser en 25. Mais ça, cette petite action qui peut être simple, chercher un numéro de téléphone, regarder un profil sur LinkedIn, téléphoner à une amie qui connaît la société, etc. Ce sont toutes des petites actions que vous pouvez faire avant l'étape finale. Mais vous savez, quand on s'entraîne pour faire les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, ça dure quelques secondes, alors que l'entraînement, c'est 3 ans avant. Eh bien, ces petites actions que je vous propose de faire, ce sont des actions qui sont une forme d'entraînement. La 4e zone de confort, ou la zone de risque, eh bien, je vais vous étonner. C'est la zone de confort dans laquelle on a l'habitude de se dévaloriser. Combien de personnes viennent en formation pour suivre un trajet en disant « voilà, j'ai des projets, j'ai des choses à réaliser, mais je n'ai pas de confiance en moi ». Et c'est pas pour rien en fait que je place cette zone de confort en 4e position, parce que je pense fondamentalement que nous n'avons pas besoin de confiance en nous pour agir. Par contre, c'est quand nous agissons que nous développons la confiance en nous. Et pour moi, c'est une zone tellement importante et c'est vraiment un pan à lui seul. Et c'est la raison pour laquelle je vais octroyer ma prochaine vidéo sur la notion d'estime de soi. Mais nous verrons aussi la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et comment on peut remettre tout ça dans notre vie avec beaucoup de simplicité. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir accès directement à la prochaine vidéo. Je vous remercie, j'ai toujours un vrai plaisir à communiquer sur les thèmes qui m'occupent et qui forment finalement la trame du trajet du self-leader que j'anime depuis tellement d'années. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Sage Transition, le podcast des défis de la vie. Vous avez aimé ? Laissez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et si vous-même vous avez une histoire inspirante à nous raconter, contactez-nous.